Bonjour et bienvenue encore avec nous au congrès du CNCH pour ce forum qui se fait en soutien avec le laboratoire Bayer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'organisation de pratique pour la cardiologie de demain. Vous savez qu'on est sur cette thématique du livre blanc du CNCH, également du livre blanc du CNP. On a la chance de modérer cette session avec Pierre Sabouret, qui est président du CNCF, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Ben, parfois, on m'appelle le président du CNCH, donc je suis obligé de corriger pour pas avoir d'ennemis, mais c'est avec plaisir que je suis ici. Merci Pierre. Et nous avons deux amis autour de la table, Sophie Ribérol qui travaille en hospitalier et Marc Villassec qui travaille en libéral. Et donc l'objet, c'est, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les réunions du CNP, on a autour de la table des gens de tous les horizons et tout ce beau monde travaille en harmonie, et que ça soit qu'on livre les deux livres blancs, les messages vont dans le même sens, et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'ouvrir cette discussion. On voudrait le faire sous mode de discussion, donc vous avez la parole d'ailleurs dans la salle, vous pourrez venir même à la table, il y a deux microphones pour tout simplement partager. L'esprit, c'est participer, discuter, rejoindre le panel, et donc l'esprit, c'est d'en faire une discussion, et ce n'est pas une session classique où on a une présentation orale. Alors, je vais inaugurer la première question pour Sophie. Alors, Sophie, tu as une pratique hospitalière, et quand je t'ai demandé de participer à cette table ronde, tu m'as dit, mais qu'est-ce que je vais venir dire? Pourquoi tu m'invites? Est-ce que tu veux que je te parle d'insuffisance mitrale ou de quelque chose de très technique, d'écho? Je dis, non, je voudrais que tu me parles de ta pratique. Je voudrais que tu me parles finalement de quelque chose qui nous intéresse, de pourquoi les gens finalement, qu'est-ce qui plaît aux gens pour venir à l'hôpital et qui fait en sorte qu'on les fera venir après. Eh bien, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup Walid de m'avoir invité aujourd'hui. Donc moi, je suis effectivement cardiologue à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, qui est un ESPIC, donc un établissement de santé privé et d'intérêt collectif. Moi, je suis à temps plein. Donc c'est vrai qu'au départ, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, quoi? Je suis temps plein, je suis hospitalière, j'ai pas grand-chose. Et puis finalement, pourquoi j'ai choisi l'hôpital? Puisque ça peut être une question. Pourquoi est-ce qu'on va à l'hôpital actuellement? Déjà, je pense pour le travail en équipe. Moi, j'adore ça, j'adore travailler en équipe. Je pense que c'est ce que recherchent un petit peu les personnes qui vont dans ces centres-là. Le compagnonnage est très important, c'est ce qu'on peut retrouver de manière générale dans la pratique quotidienne. Le contact patient aussi, on a un contact qui est particulier, on fait de l'aigu, on fait du chronique, on est au chevet des gens dès le départ, et puis jusqu'à la fin aussi. Et puis ce qui est vraiment effectivement intéressant, c'est la possibilité d'avoir un accès à un plateau technique médical à la pointe. Et effectivement, moi, je suis aussi échographiste interventionnel, donc c'est aussi ça que je cherchais à l'hôpital, c'est cette possibilité de multipratique, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu... donc, Marc, sur les statistiques qu'on voit tirées du livre blanc, il y a 25% de cardiologues qui ont aujourd'hui plus de 60 ans et 8% qui ont plus de 65 ans. C'est assez inquiétant pour l'avenir. Oui, c'est général. C'est-à-dire c'est à la fois en France, mais à tous les autres pays. Et c'est toutes spécialités confondues. Donc, en fait, on va avoir des difficultés. On a déjà des difficultés, on le sent. Mais surtout, c'est par rapport aux années 70, on a doublé le nombre de médecins. Et là, le nombre d'infirmières a été multiplié par 1,5 sur les 10 dernières années. Donc, même si l'effectif, même si on est 109 cardiologues de moins cette année, en fait, on voit qu'on ne bosse pas pareil. La sociologie des professionnels de santé a changé. Et donc, il faut se réadapter pour pouvoir répondre à la demande des patients. Et donc, quand on dit la sociologie, on dit les profils des médecins et les habitudes de travail? Non, c'est le profil de la société française en général. C'est-à-dire que c'est autant les professionnels de santé, donc les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, qui ne veulent pas ou ont du mal à travailler c'est difficile pour eux de travailler le week-end ou le soir sans de réelle revalorisation. Et je pense que dans les 3 prochaines années, il va y avoir une question existentielle pour le secteur hospitalier et peut-être même le secteur privé. C'est est-ce qu'on intègre une réelle pénibilité dans les salaires? Voilà, c'est que tout le monde ait le même salaire avec des responsabilités et une pénibilité différente par rapport aux gardes, etc. Je crois que c'est une demande surtout des anesthésistes, mais c'est quelque chose qui va se généraliser. Et si on veut un hôpital attractif, je pense que peut-être il va falloir changer les règles, mais ça va changer l'ADN total du service public. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, même les agriculteurs ne veulent plus travailler le week-end. Non, donc en fait, tous les métiers voient qu'en fait, maintenant,
il y a des compartiments, c'est-à-dire je travaille et après le reste du temps c'est pour moi. Oui, mais c'est peut-être aussi la problématique économique, puisqu'on voit tous, moi qui travaille sans calculer, on s'aperçoit quand on travaille plus, ce qu'on reverse au niveau des impôts fait que ça n'avait pas un intérêt financier de travailler plus quand on dépasse juste la tranche. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez les agriculteurs. Je regardais un papier très bien fait sur l'agriculture biologique. Des agriculteurs sont partis sur l'agriculture biologique et finalement, par rapport aux contraintes et aux dépenses supplémentaires alors qu'ils étaient convaincus, ils se sont dit finalement pourquoi passer à l'agriculture biologique si on travaille plus, qu'on a des contraintes supplémentaires et qu'à l'arrivée le chiffre net reste le même, voire inférieur. Donc c'est une vraie problématique aussi économique, il faut que les gens travaillent plus, mais qu'ils aient aussi des revenus supplémentaires en travaillant plus. S'ils ont les mêmes revenus, moi j'ai eu une remplaçante en cabinet très bon niveau, la remplaçante, ancienne chef à la Pitié, qui m'a dit c'est super, mais tout ce que j'ai fait comme remplacement très bien en termes de qualité, elle l'a reversé entre l'URSSAF et la CARF. Donc il faut que les gens comprennent qu'il faut que notamment les femmes par exemple, qui ont des emplois du temps compliqués, quand elles doivent s'occuper des enfants et qu'elles travaillent aussi en libéral, il faut qu'elles aient un revenu qui leur permette d'inciter à travailler. Alors, au-delà du revenu, clairement, et la sociologie, c'est ce qu'elle dit, c'est vraiment, avant, c'était un continuum. J'étais médecin, mais j'étais médecin quand j'arrivais chez moi. Et la féminisation, ce qu'elle amène, c'est on compartimente. Et la femme, en fait, elle a probablement raison. C'est à un moment, je suis médecin, mais dès que j'ai quitté l'hôpital, je suis femme. Et dès que j'arrive à la maison, je suis maman. Et les hommes ont tendance à faire la même chose. Et ça, on était d'un métier de vocation à un métier maintenant un métier comme les autres. Et voilà. Donc ça c'est une chose importante. Et c'est pour ça qu'il faut amener des solutions. Et une des solutions, c'est le travail aidé. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui n'est plus de vocation? Moi, je pense que c'est un métier de vocation, comme les infirmiers ou infirmières. Je pense que c'est un métier de vocation. Simplement, les personnes ont compris, sur l'exemple des plus anciens, que finalement travailler non-stop en négligeant la famille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent pour la qualité de vie de la famille, l'épouse ou le mari ou les enfants. Donc peut-être que les gens ont une réflexion plus générale sur le temps libre, sur comment passer du temps, le fait qu'une fois qu'on est vieux à la retraite, eh ben on est vieux à la retraite et on n'aura pas vu grandir ses enfants. Donc je crois que tous ces paramètres rentrent en compte, ce qui explique, mais c'est la société entière. Là, vous regardez des cadres en entreprise qui se posent aussi des questions sur des reconversions, sur du temps libre. Comment, dans votre pratique, dans votre centre, vous avez un gros centre avec plein d'activités intéressantes qui peut-être a un effet à attirer les gens. Comment tu vois les choses pour que finalement, qu'est-ce qui donne envie à un jeune d'aller, peu importe, finalement, à l'hôpital, en ville, comment tu vois les choses quand tu es au contact de ces internes, de ces assistants? Déjà, je pense que vous avez souligné un des points clés, qui est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je vous invite tous à lire l'excellent travail que vous avez fait avec le CNCH sur le livre blanc, et puis également le livre blanc de la cardiologie. De manière assez intéressante, quand on regarde la page sur ce que veulent les jeunes cardiologues, la première chose qui ressort, donc sur le choix de leur activité, que ce soit publique, privée, libérale, enfin peu importe, c'est cet équilibre entre la vie professionnelle et puis la vie privée. Donc effectivement, c'est une donnée que maintenant on va plus pouvoir ignorer. Alors moi, je pense que ça reste un métier de vocation. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, je crois fermement en ça. Je pense qu'un métier, il faut l'aimer pour le choisir avec tout ce que ça investit. Mais effectivement, quand on n'a plus envie de terminer à 21h, on veut voir ses enfants, les femmes comme les hommes d'ailleurs. Je pense que maintenant, les hommes, avec le congé paternité qui s'allonge, c'est une très bonne chose, ont de plus en plus de temps à la maison et jouent aussi un rôle dans la famille. Les femmes sont plus que et la fois des mères et des médecins, c'est les papas aussi. Et donc, effectivement, je pense que cet alliage entre les deux est une donnée majeure. Après, qu'est-ce qui va faire, en plus, cette qualité de vie, qu'on va aller dans un centre ou dans un autre? Je pense que ça dépend aussi des caractères. Il y en a qui vont préférer travailler en équipe, d'autres qui préfèrent être seuls, ou alors, pas forcément seuls, mais avec une activité pour laquelle ils vont être plus maîtres de leur emploi du temps. Mais je pense qu'effectivement, l'accès à des plateaux techniques un peu perfectionnés est aussi une donnée qui peut jouer. Donc il faut peut-être privilégier le partenariat entre la médecine de ville et la médecine hospitalière pour que les deux métiers soient revalorisés. Je crois que c'est déjà le cas maintenant, non? Parce que nous, on a vécu, moi j'ai passé 50 ans, on a vécu quand même les périodes où, au tout début, quand on était interne, il y avait la concurrence privée-publique.
Et là, on le voit bien au niveau du CNP. Je rappelle que le CNP, c'est le Conseil national professionnel qui regroupe le syndicat, le CNCH, la SFC avec Christophe Leclerc et le Collège national des cardiologues français. Et donc, en fait, le CNP, tout le monde s'entend très bien avec des activités variées parce que la période n'est plus du tout à la concurrence, mais au partenariat. Déjà, les mentalités ont changé et puis les contraintes ont changé. Donc, je crois que si on est intelligent, on fait du partenariat à tous les niveaux dans toutes les régions. Oui, et puis je pense que Marc, tu l'as légèrement commencé à en parler. C'est finalement ce travail aidé et qu'on n'est pas seul, que le cardiologue ne peut pas tout faire et qu'obligatoirement, ça ne peut que passer par des collaborations. Oui, on aura beau augmenter le nombre de professionnels de santé, le professionnel de santé travaillant différemment, il faut qu'on soit aidé. Si on veut assurer une permanence, une continuité, il faut qu'on soit plusieurs. Et donc, en fait, ce travail aidé peut... Alors, les assistants médicaux, c'est surtout pour la ville, mais ça peut être fait à l'hôpital avec des gens qui... Alors, c'est fait à l'hôpital, faire des électrocardiogrammes, prendre l'intention, etc. Mais que la simple secrétaire puisse faire ça, et pas automatiquement une aide-soignante ou une infirmière. Et, on va dire, upgrader, entre guillemets, le travail de la secrétaire, et qu'elle ait un boulot peut-être plus intéressant, que c'est dommage de mettre une infirmière qui est quelqu'un d'assez remarquable, mettre juste ce rôle-là de faire un électrocardiogramme. Après, les infirmières de cardiologie, il faudra se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas valoriser leur activité? Mais ça, c'est pas facile parce qu'un simple DU ne peut pas avoir une valorisation salariale et c'est un enjeu stratégique à l'heure actuelle puisque là encore le nouveau directeur de la PHP a dit qu'en fait les infirmières quitter la PHP, c'est un problème. Et comment rendre ce travail attractif? Et ces infirmières de cardiologie, si on veut les garder, il va peut-être falloir les payer mieux. Les infirmières à pratique avancée, il n'y en a pas beaucoup, mais nous, ça nous aide beaucoup, et notamment pour la titration d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est une chance, ça nous permet de nous recentrer sur des tâches beaucoup plus difficiles. Et enfin, il y a les sonographeurs. Il commence à y avoir des centres qui ont des sonographeurs, ou les ISPIC, notamment qu'a créé Thibaut Damy, et donc ces infirmières qui gèrent l'insuffisance cardiaque. Alors le problème qu'on se pose, c'est moi je suis 100% pour tous ces partenariats. La problématique qu'on a, c'est le recrutement dans les écoles infirmières, puisque comme tu le sais, on a été au contact avec les autorités de santé. Et en fait, donc, c'est très très bien, c'est un peu comme les infirmiers anesthésistes, c'est-à-dire les IPA, les ISPIC, ça monte de niveau, donc ça attire les infirmiers, infirmières qui ont un travail valorisé, ce qui est normal. Et ça passe pas seulement par la paye, hein. Quand on se rappelle, il y a 3 trépieds, un trépied plutôt, avec l'intérêt qu'on a à travailler, l'ambiance dans laquelle on travaille et la rémunération. Donc tout passe pas par la rémunération. Et quand on voit l'hôpital, pour les infirmiers, infirmières que je connais, la problématique, c'est pas la rémunération, c'est dans quelle ambiance ils travaillent et avec quelle organisation. Et comme par hasard, les services bien organisés, avec une bonne ambiance, ils ont moins de problèmes que les services à paye identique, que les services mal organisés ou avec une mauvaise ambiance. Et on le voit, y compris dans les services de réanimation, où il y a beaucoup plus de travail, mais s'il y a une bonne ambiance et que c'est bien organisé, on ne perd pas les infirmiers, infirmières. Donc il faut réfléchir aussi au-delà de la rémunération, parce que c'est comme les enseignants, ils ne seront jamais bien payés, mais il faut trouver des compensations pour avoir envie d'aller travailler. C'est vrai que je dis à tout le monde, je dis les patients ils nous payent en nous disant merci et nous on paye notre personnel, on peut pas aller, je dis on est à l'hôpital public, je peux pas vous payer plus, mais rien qu'en mettant la bonne ambiance au maximum, oui. Et puis il y a des fois des protocoles à mettre en place pour qu'il y ait des petits bonus par-ci par-là. Hein. Valoriser quand il y a des protocoles, justement, expliquer les protocoles à l'ensemble du personnel, impliquer les aides-soignants. On voit bien qu'il y avait l'expérience de Nantes où finalement ils impliquaient les aides-soignants à cocher justement ce qui devait être fait. Il y avait un listing sur les patients qui rentraient dans l'insuffisance cardiaque. Et comme par hasard, les aides-soignants avec la même paye, ils disent je suis dans une équipe, mon travail est upgradé, donc je suis reconnu. Et la reconnaissance, c'est aussi très important, voire le plus important. Peut-être que c'est vrai il y a aussi une piste dont on n'a pas trop parlé, c'est finalement tous les outils numériques, télésuivi d'insuffisance cardiaque. Comment vous arrivez, parce que on a tous du mal à avoir des infirmières pour avoir les lits, on a du mal donc à les envoyer en formation pour qu'elles passent le DU d'insuffisance cardiaque, les directeurs les envoient pas parce que tout simplement il faut qu'ils fassent tourner la machine. Comment tu vois ça dans la pratique? Comment tu vois les 5-10 prochaines années? Je pense que ça passe initialement par le nombre. Il faut qu'il y ait effectivement des infirmiers en nombre pour qu'ils puissent à la fois faire le travail à l'hôpital et à la fois pouvoir se former et avoir une perspective de développement dans leur métier. Donc je pense qu'effectivement, il faut recruter plus. Il faut, vous avez tous dit, revaloriser les salaires, revaloriser la profession et puis la coopération avec eux. Parce que quand on se sent impliqué dans une équipe, on a envie d'aller plus loin, on a envie de rester dans cette équipe.
parce que c'est la problématique de rester aussi qui est importante. Et puis effectivement, je pense que c'est hyper important de leur donner des possibilités d'exercice différentes. Et comment je vois la pratique dans les 5-10 années, je pense qu'effectivement, il faut que ces infirmiers ils aient la possibilité de se former, ils aient la possibilité d'être plus impliqués qu'ils le sont maintenant, et pas uniquement pour faire des électrocardiogrammes. Voilà. Il faut vraiment qu'ils fassent partie de l'équipe. Et quand on parle au niveau hospitalier, on parle aussi bureaucratie qu'on a aussi au cabinet. Et je connais des cardiologues très très bien qui sont contents de partir parce que trop de bureaucratie. Ouais, d'administratif. D'administratif, ouais. Oui. Ah bah c'est sûr, mais ça, il faut qu'on se fasse aider par les outils numériques. On est très très à la traîne là-dessus. On rappelle que la Suède, le patient rentre avec un infarctus, il rentre dans un registre, ça se fait un registre régional, qui est un registre ensuite national, qui permet d'évaluer les pratiques au niveau de la région et de publier régulièrement au niveau national, pour ceux que ça intéresse, tous les 2 ans, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose au niveau national ou de la région, puisqu'on a des ARS, n'est-ce pas? Et je sais que Marc se bat aussi pour nous simplifier le travail, puisqu'on est tous au fond de la mine à pousser les wagonnets. On n'est pas seulement à vous raconter comment il faut faire. Donc, Marc, tu peux nous dire si ça évolue, parce qu'on a plutôt des contacts positifs, non? Non, mais c'est... Je l'ai vécu comme positif, je sais pas. Non, mais là sur le... En tout cas, sur comment améliorer notre qualité de travail, parce qu'on a tous trop de travail, on n'est pas assez nombreux. Donc la première chose, c'est le travail aidé. Le deuxième, c'est ce qu'a évoqué Walid, c'est le travail connecté ou aidé par le numérique. Et ça, clairement, on ne va pas y échapper. Il y a 20 ans, on n'avait pas de portable. Et quand on voit le portable, ce qu'il fait dans notre façon de travailler, enfin dans notre façon de vivre, ça va être la même chose. Donc là, il y a l'espace numérique santé qui arrive. La téléconsultation, c'est pas énormément pour nous, mais la téléexpertise, la téléexpertise, dire voilà, il y a un patient qui a une douleur thoracique, il n'a pas de facteur de risque, je t'envoie l'électrocardiogramme. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses? Là, moi, c'est un exemple d'une téléexpertise. Donc, celui qui demande, il touche 10 €, et moi, en répondant, je touche 20 €. Et là, vous voyez, c'est avec mon portable. Et ça évite que le patient vienne à l'hôpital ou que je vois en consulte et emboliser les mêmes choses. On pourrait presque dire un coronarien qui va bien depuis 5 ans, qui est aux objectifs au niveau des mesures génétiques, est-ce qu'une téléexpertise comme ça n'est pas plus efficace que surcharger les choses? Et la téléréadaptation, c'est assez étonnant, mais il y a des articles 51, il y a des expérimentations sur la téléréadaptation, c'est-à-dire des gens qui se réadaptent tout seuls chez eux. Donc c'est juste pour dire que là... Marc, vous nous dites à chaque fois, c'est des études pilotes. Moi, je suis allé en Suède en 2006. 2006, téléréadaptation... Ouais. C'est déjà acté en 2006. Non, mais... En 2006, ils font la téléréadaptation. Ils disent Monsieur Gustafsson, Madame Sorensen, enfin c'est plutôt danois. En tout cas, ils disent rendez-vous à 9h en téléréadaptation. Ils font la téléréadaptation. Donc, on n'a peut-être pas besoin de réinventer la roue. On a besoin de personnel et de copier ce qui fonctionne ailleurs. Et on a les ARS. ARS, c'est la Suède, c'est 8 millions d'habitants. Moi, je ne suis pas un fan de la Suède, il fait froid, 8 millions d'habitants, mais ils font de la téléréadaptation parce qu'ils ont compris que de toute façon, ils ne pouvaient pas transporter les gens avec la neige, etc. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Non, mais déjà, il faut que en fait, l'assurance maladie et la DGOS nous permettent de financer cela. Mais c'est juste pour dire que la téléconsultation, téléexpertise, téléréadaptation et télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, où là, on est un des pays pionniers sur ça. Ouais, sur la téléréadaptation, on n'est pas bon, sur la télésurveillance, on est bon. Mais c'est-à-dire que dans 10 ans, nos patients, on les verra peut-être pas tous en présentiel, et notamment pour la pile. Donc ça va augmenter notre volume de patients, mais ça va nous permettre de gagner du temps sur autre chose. Mais on rappelle que le temps est incompressible quand même. Donc quand on discute avec les autorités de santé, moi je suis pas un des premiers, mais je suis partisan de la téléconsultation, téléréadaptation, télémédecine. À la fin, quand il y a une décision à faire dans la télésurveillance, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un au bout qui répondent et qui prennent une décision, n'est-ce pas, Walid, en rythmologie? Ah oui, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'on essaye de gagner du temps là où on peut, en mettant les prothèses implantables en télésurveillance et en faisant moins venir les patients pour des contrôles. Et je préfère finalement, on avait une session ce matin où il y avait une infirmière, une IPA, qui parlait de sa pratique des patients insuffisants cardiaques et qui va consacrer le temps à un patient qui est instable, que ma consultation finalement qui va être très rapide et qui ne va pas aborder le fond des choses. Et je pense que c'est vrai de se concentrer sur certains patients, ce serait bien. Et c'est vrai que le problème, c'est le temps est incompressible, comme tu dis.
et qu'on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas les ressources humaines pour tout assurer. Et l'autre problématique aussi qu'on a, c'est quand on va sélectionner les patients, comme vous le savez tous, on va voir les patients les plus sévères. Donc les patients les plus compliqués, les patients qui prennent le plus de temps. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand on a une journée complète de consultation toutes les 20 minutes, quand on a des patients compliqués, on déborde. Si on a un deuxième patient compliqué, on va déborder encore plus, un troisième patient, et donc du coup, la journée va être très très fatigante, déjà qu'elle est fatigante, donc il faut aussi de temps en temps alterner avec des patients moins complexes, malheureusement, c'est comme ça, sinon on va tous saturer. Ce que je voulais dire, moi, c'est que la téléconsulte, j'utilise, parce que vous savez, on dit toujours, c'est très compliqué de titrer les médicaments. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, oui. Sur les lipides, ce que j'aime bien, nous, on est partisans de taper fort d'emblée, et si on ne tape pas fort d'emblée, il y a une inertie thérapeutique terrible. En France, partout. Et l'inertie thérapeutique s'associe à un surrisque. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre un traitement, de checker un mois en téléconsultation tous les patients qui ont eu un traitement hypolipémiant, voir si c'est bien toléré, de checker leur bilan biologique, de dire, voilà, vous êtes pas... Ça se fait à distance. Il n'y a pas besoin d'avoir le patient en face de soi pour titrer des médicaments hypolipémiants, même si vous devez être un PCSK9 inhibiteur. Donc, il faut changer un peu nos habitudes sur les choses simples. Et effectivement, les patients insuffisants cardiaques classe 3 au cabinet, c'est à voir quand même au cabinet, non ? Non, mais clairement, quelqu'un qui n'est pas aux objectifs, quelqu'un qui a fait un syndrome coronarien aigu, où on lui dit, voilà, je vous fais une téléconsultation dans 3 mois avec la prise de sang, on fait une téléconsultation, il n'est pas aux objectifs, on peut faire l'ordonnance, le patient reçoit l'ordonnance via l'agenda. Et clairement, au lieu de dire habituellement dans le courrier, si le LDL n'est pas inférieur à 0,55, faire ci, faire ça, ou un an après, on s'aperçoit que ce n'est pas fait, là, en 3 minutes, et si le résultat du LDL est bon, on sait que c'est une téléconsultation, une question, une réponse, et on passe au suivant. Enfin, alors qu'en consultation, c'est difficile de voir un patient juste pour un résultat de LDL. On ne va pas le voir en moins de 3 minutes, alors qu'en téléconsultation, on peut se permettre... Alors moi, je ne fais pas les téléconsultes en 3 minutes. Je les fais en 15 minutes parce qu'il y a tout l'effort. Il y a tout l'effort d'éducation des patients. Ça ne s'arrête pas au résultat du LDL. Mais ce que je veux dire, c'est que le patient, il peut habiter à Orléans. Je le vois boulevard, moi je le vois à Gare d'Austerlitz, boulevard de l'hôpital. Donc à Orléans, il n'a pas besoin de se redéplacer. Par contre, je prends un quart d'heure parce qu'il faut revoir les effets indésirables, il faut revoir les objectifs, pourquoi il faut maintenir les objectifs, comment on fait la diète, parce que c'est pas facile de changer ses habitudes, c'est encore plus compliqué de prendre un médicament. Donc en fait, voilà, mais je pense que la téléconsultation ne doit pas être trop rapide. Je vois ce que tu voulais dire, Marc, parce que tu fais très très bien, toi, donc je sais que tu fais pas en 3 minutes. Mais voilà, la téléconsultation ne doit pas être bâclée, mais ça permet aux gens de ne pas se déplacer et nous de gagner du temps aussi, et les gens surtout de gagner du temps en qualité de vie, parce qu'ils ne vont pas se déplacer pour des... Non, mais ce que je veux dire, dans le planning, moi, si je vois un patient par 30 minutes, je ne peux pas mettre, juste pour un résultat de LDL, remettre un patient dans 3 mois juste pour une consultation de 3 minutes. Alors qu'en téléconsultation, je sais que je vais avoir une demi-journée de téléconsultation, et à ce moment-là, je peux les enchaîner. Bien sûr. L'un des éléments, c'est, on a parlé du changement de vie et que les gens veulent donner un sens à leur vie. Est-ce que finalement, on voit bien que ça concerne la ville et l'hôpital. On a du mal à faire tourner les listes de garde. On a du mal à avoir les gens pour assurer la continuité de soins. C'est une spécialité, la continuité de soins. Comment il y a des gens qui veulent être à mi-temps, voilà, qui veulent moins travailler ou à 80%. Où il y a des gens qui partent à la retraite dans des grandes villes françaises au bord de la mer et il y a peut-être personne qui s'installe. Comment tu vois ça vu de l'hôpital pour finalement donner du sens et finalement quel est le profil des gens qui feront que leur donner envie de s'investir dans l'hôpital aussi. On parlera de la ville juste après. Il faut du temps pour s'investir dans l'hôpital déjà. Et ça, je pense que ça passe, c'est un peu comme la même réponse que tout à l'heure avec les infirmières, mais il faut plus de médecins en fait. C'est-à-dire que si on vous dit, vous êtes 3 dans une équipe pour faire tourner la liste de garde, la salle de coro, aller voir les patients, les consultes, on va dire, mais moi je n'irai jamais là, c'est pas possible. Si on vous dit, vous êtes 15, il y a une possibilité de faire du mi-temps parce que tu peux tourner avec telle ou telle personne, être en binôme, là tu auras une demi-journée dédiée à l'éducation, à de la recherche. Alors, pour que les gens s'épanouissent, je pense qu'il faut qu'ils aient du temps et ça passe par le recrutement. On disait ce matin qu'il y avait 280 médecins qui partaient tous les ans pour 185 qui rentrent. Ça va pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'en plus de ça, le nombre de patients cardiovasculaires augmente. Voilà, ça passe par la démographie, quoi. Il faut qu'il y ait plus de médecins pour
pour rendre les centres effectivement attractifs. Si on vous dit vous êtes un effectif suffisant pour faire ce que vous voulez, ça donne envie de s'investir dans une équipe. Et puis même, avoir le temps de développer des projets, c'est ça qui fait qu'on a envie de rester quelque part. Si on n'a pas le temps de se poser parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon, on va se dire finalement je peux faire ça ailleurs. Alors quand on a le temps de s'investir, de développer des choses comme la télésurveillance, ça prend du temps de former les infirmières, etc. Puis de monter des projets tous ensemble aussi. En ville, finalement, c'est les mêmes problématiques. Hein. Ah non, mais complètement. Après, là, l'effectif des cardiologues va diminuer jusqu'à 2032. Donc, on va tous être plus ou moins en souffrance. C'est pour ça qu'il faut s'organiser différemment, parce qu'on ne va pas y arriver. D'augmenter le nombre, ça résoudra pas tout, mais là, on y travaille avec le CNP et on a travaillé tellement bien qu'on a réussi à avoir 9 internes de cardio de plus. Alors, c'est pas grand-chose, c'est presque 5%, mais le problème, c'est qu'en fait, le nombre de cardiologues, on se le partage avec les autres spécialités, et si on prend 9 cardiologues en plus, c'est qu'il y en a qui perdent des cardiologues, et on se les répartit en régions, et moi, en Occitanie, on a à peu près 10 internes de cardio, et à Nice, où ils n'ont pas été très bons, ils en ont 2 par promo. Donc en fait, on enlève à Paul pour donner à Pierre, et c'est très difficile. Donc là, on ne va pas pouvoir former des cardiologues assez rapidement dans les 5 prochaines années. Donc il faut d'emblée enchaîner sur autre chose, et ce problème, il est mondial. Donc même il faut augmenter le nombre, mais le nombre, en tout cas là, à l'heure actuelle, on n'y est pas. Il faut l'augmenter maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, en première année, il faut augmenter le nombre de médecins, on n'arrête pas de le dire, parce qu'il faut 10 ans. Donc c'est maintenant. Mais ils ont ouvert plus de postes à la prochaine EVC pour les médecins étrangers. Il y aura plus de postes à la cardiologie. C'est vrai que ça donne une bouffée d'oxygène. Mais c'est vrai qu'on peut former aussi les médecins qui sont en France. Je suis entièrement d'accord. On peut former les deux. Le blocage, il n'y a plus de numerus clausus, il y a numerus apertus. C'est les doyens qui estiment qu'on ne peut pas former les jeunes. Donc, quand les doyens auront besoin d'un médecin, ils seront peut-être contents d'avoir des médecins en face, parce qu'ils sont tous contents, parce qu'ils n'ont pas de difficultés. La problématique, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est ce qu'on voit avec les politiques. C'est-à-dire que tant que les politiques, on a vu le grand plan sur la douleur, c'était pour une histoire de chasse du frère d'un ministre. Donc on a fait le grand plan sur la douleur. Donc le jour où le politique n'arrive pas à être soigné pour son infarctus, il va faire un grand plan de la cardiologie en augmentant massivement le nombre d'étudiants. Donc on peut pas se baser une politique de santé sur des histoires de chasse personnelles, familiales. Donc il faut augmenter le nombre de médecins parce que les médecins travaillent différemment. Il faut augmenter le nombre d'infirmiers, valoriser le travail, augmenter aussi et valoriser le nombre de travail des aides-soignants, parce que les aides-soignants, en fait, comme c'est pas payé et que c'est pas valorisé, ils ont des problèmes de recrutement, y compris dans des grands hôpitaux parisiens où ils ont des problèmes de recrutement d'infirmiers, y compris dans des centres d'excellence. Et donc il faut revoir le management global, et l'attractivité, c'est pas seulement la paye, c'est aussi comment on intègre les gens dans une équipe, comme l'a dit Sophie. Et regardez Sophie, pourquoi elle dit je vais à Montsouris? Parce que à Montsouris, elle a l'accès à l'imagerie de haut niveau, elle a le temps de travailler, elle n'est pas plus payée. Mais par contre, intellectuellement, elle trouve son compte dans une ambiance sympa. Donc si on ne tient pas compte de ces paramètres, si on raisonne juste sur la paye, moi je ne pense pas que la paye soit la solution à tout. Bien sûr qu'on est mieux, on préfère être bien payé que mal payé, mais je pense que la qualité du travail, l'ambiance, le collectif, c'est plus important que la paye, surtout dans nos professions, c'est comme l'enseignement. L'enseignement, moi j'ai pas mal d'enseignants dans la famille, et la problématique c'est pas la paye, c'est les conditions de travail et la reconnaissance de la société, par exemple les parents d'élèves, et nous on a besoin de la reconnaissance des patients, c'est plus important. Oui, cette reconnaissance diminue d'ailleurs, ce qui est plus difficile, c'est-à-dire on fait un métier, on compte pas les heures et les gens sont moins respectueux, on a la pression à se dire comment ça se fait qu'il y ait ces délais de rendez-vous, comment ça se fait. Donc, à côté, je redis la même chose, mais c'est réorganiser, c'est travail aidé, c'est travail connecté, et ce travail coordonné, d'être plus pertinent, qu'on ne voit pas privé-public, 2 fois le même patient pour la même chose. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à quelque part changer. Les aides-soignantes, 75% des aides-soignantes qui se trouvent en école ne voulaient pas se faire ça. Voilà. Donc, à un moment, si on recrute mal les gens, et les infirmières, je ne sais pas. Donc, c'est quand même des métiers qui sont difficiles et à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il faut changer l'image, je pense. Moi, je crois beaucoup à ça parce que je vois différentes ambiances, différents services. Et je crois que les aides-soignants, ça passe vraiment par une reconnaissance du travail et l'intégration dans une équipe. Et c'est pareil pour les secrétaires. Puisqu'on parle d'histoire de chasse, moi, j'ai vu un centre qui fonctionnait très, très bien où les secrétaires, c'était des demi-journées et les secrétaires avaient une équipe. Elles avaient un cardiologue,
un médecin interniste, voilà. Et ils ont changé la structure et les secrétaires ont été regroupés dans un seul bureau, sans équipe. Ils leur ont dit, voilà, comme les rendez-vous, comme ça arrive, les comptes rendus, vous les faites en direct, comme ça arrive, ça peut être bidule, ça peut être machin et tout. Plus d'appartenance à une équipe. Arrêt de travail, plus 25%, délai énorme. Donc l'ambiance et même paye. Et pas plus de travail, mais ils n'étaient plus dans une équipe. Ouais, tu parles d'équipe pour quelque chose de positif. Hein, le docteur Tartière à Toulon, qui fait une super équipe sur l'insuffisance cardiaque, en mutualisant les gens, il arrive à avoir une meilleure prise en charge, et c'est une équipe qui fait à la fois privé-public. Et c'est hyper intéressant. Donc, en innovant, en faisant des organisations innovantes comme ça, on s'occupe mieux des patients et on a une vision qui est plus globale, et je pense que l'avenir il va être là-dedans, et la chance c'est que la cardiologie, on est une des disciplines qui innove le plus, et l'assurance maladie, la DGOS, le ministère regarde particulièrement la cardiologie parce qu'on est à la pointe. Alors je ne vais pas dire mondial, mais en tout cas on a des syndicalistes proactifs qui font beaucoup non, mais c'est tous, on est tous. Et là à l'heure actuelle, comme on est en difficulté, privé, public, on marche main dans la main et on se bat. Et par rapport aux autres, quand je suis appelé au ministère ou à l'assurance maladie sur l'assurance cardiaque, j'y vais avec Thibaut Damy, et du coup ils disent « Ah, c'est incroyable, vous êtes déjà soudés », et du coup on a toutes les portes qui s'ouvrent, et dès qu'il y a des projets, ils disent « Eh bien, on les fait prioritairement avec vous, parce qu'on n'a pas besoin de convaincre les uns et les autres ». C'est clair. Puis c'est vrai qu'au CNP, c'est pas seulement une question de difficulté, je pense qu'on est tombé sur une ambiance où chaque responsable s'entend bien avec les autres, donc ça facilite les projets en commun. On a la même vision d'améliorer la prise en charge des patients et la qualité de travail des cardiologues et de l'ensemble du personnel, quoi. J'espère qu'on a essayé de brosser un peu un tableau de quelles seraient les pratiques de la cardiologie de demain. C'était l'objectif. On a voulu cet esprit de discussion qui soit ouvert. On poursuivra cette discussion après la session. On est obligé d'interrompre pour laisser place à la session suivante qui va parler d'hypertension artérielle. En tout cas, merci à tous. Merci à Laboratoire Bayer pour le soutien institutionnel, et à très bientôt. Merci.